Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième moitié du cours sur l'existentialisme de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Le cours d'aujourd'hui va se diviser en 4 blocs. Les 3 premiers blocs, vous les connaissez déjà, on les a vus au premier cours. On va d'abord revenir sur les phrases célèbres de Jean-Paul Sartre, l'existence précède l'essence, et de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. On va ensuite revoir les sources de la mauvaise foi selon Jean-Paul Sartre, et finalement, on va voir en quoi, pour Jean-Paul Sartre, la liberté individuelle se rapporte toujours à la liberté d'autrui. Alors revenons d'abord rapidement sur cette notion centrale de l'existentialisme, l'existence précède l'essence. Pour bien comprendre de quoi on parle ici, posons-nous d'abord 2 questions. Qu'est-ce que l'essence et qu'est-ce que l'existence? L'essence d'une chose, c'est sa nature, ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est. Pourquoi sait-on que ces 3 objets sont des triangles? Parce qu'ils ont 3 côtés et 3 angles. Voilà l'essence du triangle. Maintenant, regardez ces 6 animaux. Certains vivent dans l'eau, d'autres vivent sur la terre. Certains sont des proies, d'autres sont des prédateurs. Certains hibernent, d'autres non. Certains sont gros, d'autres sont petits. Malgré leurs différences, tous ces animaux ont des caractéristiques communes. De même que tous les triangles ont 3 côtés et 3 angles, tous les mammifères allaitent et sont vertébrés. Voilà donc l'essence du mammifère. Alors, maintenant qu'on sait en quoi consiste l'essence d'une chose, posons-nous la question, qu'est-ce que l'existence? C'est simplement le fait d'exister dans un contexte précis, dans le monde concret. Par exemple, l'essence de tous les tigres, c'est d'être des chasseurs, des prédateurs. Mais prenez concrètement un tigre, ce tigre-là, et regardez-le chasser. Ce que vous voyez, c'est l'existence du tigre. Alors pourquoi Jean-Paul Sartre dit-il que l'existence précède l'essence? Ne devrait-on pas dire l'inverse? Le tigre est né avec une essence de chasseur et il a existé en chassant. Ce qui se passe, c'est que l'humain n'est pas comme le tigre. Bien sûr, comme tout animal, il naît, il grandit, il meurt. Mais ce qu'un être humain va faire de sa vie n'est pas prédéterminé, contrairement au tigre. Voilà l'idée centrale de l'existentialisme. L'être humain ne naît pas avec une identité claire, définie, fixe. Il existe d'abord. Et c'est par ses décisions qu'il va révéler son essence propre, jusqu'au dernier jour de sa vie. Pour bien comprendre les implications concrètes de la position existentialiste, confrontons-la à une position essentialiste. Pour l'essentialiste, l'être humain, comme le tigre qu'on a vu plus tôt, naît avec une essence et tout au long de sa vie, par ses actions, ne fait que révéler cette essence qui était là au départ et qui ne peut pas changer. Premier exemple, le criminel. D'abord, tout le monde a l'occasion de devenir criminel. Mais si l'essence précède l'existence, alors une personne prédisposée à devenir criminel s'apparenterait un peu au tigre qui, voyant une proie, ne pourrait s'empêcher de la chasser. Alors que si l'existence précède l'essence, non seulement n'importe qui peut-il s'abstenir de commettre un crime, mais une personne ayant déjà commis un crime pourra décider de vivre le reste de sa vie en respectant la loi. Donc une personne adoptant une conception essentialiste de l'être humain devra normalement préconiser des peines de prison sévères parce qu'il n'y a aucun espoir pour un criminel de changer, c'est dans sa nature. Deuxième exemple, quand Simone de Beauvoir dit « on ne naît pas femme, on le devient », elle s'oppose entre autres à l'idée que la femme est prédéterminée à jouer un rôle précis dans la société, et le plus souvent un rôle de subordonné par rapport à l'homme. À ceux qui disent que l'essence de la femme, c'est d'être serviable, de rester à la maison pour s'occuper des enfants, de faire les tâches ménagères, d'être douce, d'être humble, d'être généreuse, Simone de Beauvoir répondrait non. Contrairement au tigre qui, dès sa naissance, est un chasseur, la femme, à sa naissance, n'est pas la subordonnée de l'homme. Et lorsqu'une femme accepte de jouer ce rôle en prétendant qu'elle n'a pas le choix, on dira qu'elle agit par mauvaise foi. Ce qui nous ramène à la question suivante. Quelle est la source de la mauvaise foi? On va répondre à cette question en 3 étapes. Premièrement, on va voir que l'être humain, bien que déterminé, est libre. Deuxièmement, on va voir que cette liberté est angoissante. Troisièmement, on va voir pourquoi l'angoisse peut conduire à la mauvaise foi. D'abord, oui, on est déterminé, il y a un paquet de choses qu'on ne peut pas changer. Par exemple, on ne choisit ni la date, ni le lieu de notre naissance. Or, ce qu'une personne veut accomplir avec sa liberté va beaucoup varier selon l'époque et le lieu où elle vit. Par exemple, au Moyen Âge, on ne se préoccupait pas du prochain iPad, ça n'occupait pas nos pensées, on ne voulait pas s'en procurer un. Autre exemple, au Québec, il fait froid, c'est déterminé, on ne peut rien y changer. Par conséquent, on voudra probablement se procurer un bon manteau d'hiver. Un détail dont on ne se serait pas préoccupé si on avait vécu quelque part où il fait toujours chaud. Bref,
Notre liberté s'exprime toujours nécessairement à l'intérieur de contraintes qui sont déterminées. Mais ce qui n'est pas déterminé, c'est ce qu'on doit faire de notre liberté. Le tigre est un prédateur, il chasse. Qu'est-ce que l'humain? Une page blanche qui vient sans mode d'emploi. Si seulement il y avait un Dieu pour nous dire qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, comment on doit se comporter. Mais selon Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, Dieu n'existe pas et nous sommes condamnés à être libres. Ce qui nous ramène à l'exemple d'Herschel, le personnage de la série The Walking Dead qu'on a vu au dernier cours. À la base, Herschel est un bon chrétien. Pas très flexible par contre, placer Herschel devant n'importe quel dilemme moral, il va toujours donner l'impression de savoir distinguer le bien du mal, de savoir en tout temps comment se comporter. Mais lorsque la foi d'Herschel va être ébranlée, il va perdre tous ses repères, il saura plus comment se comporter. Avant, pour Herschel, il y avait le bien et le mal. Le bien menait au paradis, le mal en enfer. Herschel n'était pas angoissé par ses décisions parce qu'il savait toujours quoi faire. Mais, pour citer Jean-Paul Sartre, si Dieu n'existe pas, nous ne trouvons pas en face de nous des valeurs ou des ordres qui légitimeront notre conduite. Ainsi, nous n'avons ni derrière nous, ni devant nous, dans le domaine lumineux des valeurs, des justifications ou des excuses. Nous sommes seuls et sans excuses. C'est ce que j'exprime en disant que l'homme est condamné à être libre. Ce à quoi Herschel répond: cette liberté m'angoisse. Maintenant, voyons comment Herschel réagira face à cette angoisse. Herschel n'a pas perdu qu'un dieu, il a perdu un mode d'emploi dont il se servait pour vivre toute sa vie. L'ancien alcoolique, pour arrêter de boire, s'était abandonné à une puissance supérieure. Mais si la puissance n'est plus là pour empêcher Herschel de boire, et que l'essence même d'Herschel était d'être un alcoolique, alors Herschel ne devrait-il pas recommencer à boire? C'est exactement ce qu'Herschel va faire. Il va préférer avoir une essence définitive, même si c'est pas une essence qui est souhaitable, celle d'un alcoolique, plutôt que d'assumer pleinement sa liberté et l'angoisse qui vient avec. Jouer un rôle plutôt que de vivre sa vie, prétendre qu'on n'a pas le choix alors qu'on a le choix, voilà une manifestation claire de mauvaise foi. Et lorsque quelqu'un confrontera Herschel, ce dernier répondra « Foutez-moi la paix, la manière dont j'exerce ma liberté ne concerne que moi ». Et sur ce point, Jean-Paul Sartre ne serait pas du tout d'accord. Au contraire, dirait-il, ta liberté ne concerne jamais que toi, elle se rapporte toujours à autrui. Ce qui nous amène à notre tout dernier bloc intitulé Liberté individuelle et liberté d'autrui. Reprenons les propos de Jean-Paul Sartre qui a dit: nous voulons la liberté pour la liberté et à travers chaque circonstance particulière. Et en voulant la liberté, nous découvrons qu'elle dépend entièrement de la liberté des autres et que la liberté des autres dépend de la nôtre. Certes, la liberté comme définition de l'homme ne dépend pas d'autrui, mais dès qu'il y a engagement, je suis obligé de vouloir en même temps que ma liberté, la liberté des autres. Je ne puis prendre ma liberté pour but que si je prends également celle des autres pour but. Afin de mieux comprendre le sens de cette citation de Jean-Paul Sartre, je vais vous demander de replonger une dernière fois dans le monde des zombies. C'est un monde dangereux, vous êtes constamment appelé à prendre des décisions de vie ou de mort. Vous ne pouvez pas toujours appliquer les mêmes principes moraux qui prévalent dans notre société d'aujourd'hui. Notre mise en situation commence alors que vous êtes caché dans votre maison. Faites aussi peu de bruit que possible pour ne pas attirer de zombies. De temps en temps, vous regardez par la fenêtre subtilement pour savoir ce qui se passe. Tout à coup, vous apercevez votre voisin, qui, avant l'apocalypse zombie, était également votre ami. Il semble pas y avoir de zombies dans les parages, vous pourriez l'aider. Avant de lui porter secours, vous décidez de l'observer un peu. Horreur! Vous remarquez qu'il saigne abondamment. Alors que faites-vous? On se le cachera pas, il y a beaucoup de raisons d'éviter d'aider le voisin. D'abord, si vous lui sauvez la vie, ça vous fait une bouche de plus à nourrir. Or, c'est pas facile de se trouver de la nourriture dans un monde de zombies. Supposez maintenant que vous investissez beaucoup de temps et d'énergie à essayer de lui sauver la vie, mais que vous échouez et qu'il se transforme en zombie et essaie de vous manger. Supposez finalement que rien de tout ça se produit, mais que votre voisin fait beaucoup de bruit et qu'en l'attirant chez vous, vous attirez également la horde de zombies qui le suivaient. Ce que j'essaie de vous demander, c'est: avez-vous vraiment le choix? De toute façon, il va mourir. C'est un monde de zombies, il a perdu beaucoup de sang, ça pardonne pas, il est mort. Certains personnages de la série The Walking Dead vous diraient même d'abréger rapidement les souffrances du voisin en le tuant. On peut comprendre ça, c'est normal, non? Non, on a le choix. Et quelqu'un qui prétend qu'il n'a pas le choix alors qu'il a le choix fait preuve de mauvaise foi. De la même manière, quelqu'un qui sauverait le voisin sous prétexte que le voisin a été gentil avec lui par le passé ferait preuve de mauvaise foi en ce sens que notre passé ne détermine pas notre comportement présent. On est toujours libre d'aider ou non son voisin. Quoi qu'il en soit, on le voit souvent dans la série The Walking Dead, le simple fait de décider d'aider son voisin peut contribuer à établir des nouvelles règles de conduite pour l'ensemble de la société. Le voisin sera peut-être surpris que vous décidiez de l'aider.
Et s'il croyait, avant que vous l'aidiez, qu'il est impossible de survivre dans un monde de zombies en aidant son voisin, peut-être que la prochaine fois que vous croisez, vous et votre voisin, une personne ayant besoin d'aide, c'est votre voisin qui décidera de secourir la personne en détresse. Et ainsi, la prochaine fois que vous rencontrez une personne en détresse, il sera devenu normal de la secourir. Maintenant, par vos bonnes actions, n'avez-vous pas démontré définitivement que vous étiez des bonnes personnes? Parce qu'en effet, pour Jean-Paul Sartre, l'être humain qui, à travers ses actions, définit son essence, dépend toujours de quelque manière du regard d'autrui. Par exemple, si je me définis comme une personne drôle, mais que personne ne rit mes blagues, alors je finirai par cesser de considérer que je suis une personne drôle. Revenons maintenant au monde des zombies. Si vous prétendez être merveilleux parce que vous avez sauvé la vie de votre voisin plus tôt, mais que vous croisez une autre personne ayant besoin de votre aide et que vous décidez de la tuer parce que vous ne voulez pas partager votre nourriture et vos provisions avec elle, alors non seulement vous ne pourrez plus vous définir comme une personne charitable à vos propres yeux, mais quand bien même vous continuiez à vous définir ainsi, vous finiriez par rencontrer d'autres personnes qui, elles, ne reconnaîtraient pas en vous des personnes charitables et vous contraindraient à revoir la manière dont vous vous définissez vous-même de la même manière qu'une personne qui se prétend drôle mais n'arrive à faire rire personne finit par être contrainte de revoir la manière dont elle se définit elle-même. Alors, en résumé, on a vu avec cette petite mise en situation que l'existence précède l'essence, c'est-à-dire qu'une action charitable ne fait pas de vous une personne charitable pour toujours, de même que des mauvaises actions ne feront pas de vous une mauvaise personne pour toujours. Tout au long de votre vie, par vos actions, vous redéfinissez votre essence. De même que Simone de Beauvoir a dit « On ne naît pas femme, on le devient », vous pourriez dire, dans le monde de zombies, « On ne naît pas meurtrier, on le devient ». En ce sens que rien ne vous contraint dans ce monde à tuer machinalement toute personne pouvant mettre votre vie en danger. Si vous prétendez ne pas avoir le choix et qu'ainsi vous devenez meurtrier, alors vos actions révéleront de la mauvaise foi, puisque pour fuir cette liberté qui vous angoissait, vous vous êtes réfugié dans un rôle définitif, celui de la personne qui n'est pas vraiment responsable de ses actes, mais qui, vivant dans un monde de zombies, est contrainte de tuer pour survivre. Quelle que soit votre décision, si vous avez tué, vous avez contribué au développement d'une société où le meurtre est admissible. Si, à l'inverse, vous avez choisi d'aider votre prochain, alors vous avez contribué au développement d'une société où les gens s'entraident malgré le danger. Enfin, si vous vous êtes défini comme une personne charitable alors que vous vous comportiez en meurtrier, c'est à travers le regard des autres qu'éventuellement, vous seriez appelé à revoir la manière dont vous vous définissez vous-même.